Donc, bonjour à tous. Alors, pour notre table ronde, développer réellement une industrie écologique et durable, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants d'horizons très très variés qui vont nous faire partager leur vision d'un développement industriel durable. Je vais les inviter à venir me rejoindre sur la scène. Et nous allons commencer avec Arnaud Pichard, président du RIF, donc le retour de l'industrie en France, qui a publié un ouvrage, La France sous-traitée, et qui est avec nous par visio. Et je vous en prie, Arnaud, oui, Je vous et entends. Romuald, merci. Vous m'entendez? Apparemment pas. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Oh, ouais. Arnaud, c'est bon? Oui, je vous entends. Il n'y a pas de problème. Allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord, pardon. Donc, alors, je suis Arnaud Pichard, donc président du RIF, du Retour de l'industrie en France. Personnellement, 20 ans dans l'industrie. Le Retour de l'industrie en France, c'est une association de plusieurs centaines de personnes, que des ceintures noires dans l'industrie. Nous avons traité un sujet en particulier qui s'appelle les productions d'importance vitale. Et nous avons mis en place une quinzaine de segments, donc l'eau, le transport, les habitations, la nourriture, etc., pour poser à chaque fois la question, est-ce que la France est capable de donner aux Français, on aimerait bien que ce soit au niveau européen, voire même mondial, mais d'abord on s'intéresse à la France, est-ce que nous sommes capables de fournir ces productions d'importance vitale pour le grand public? À partir de ce moment-là, nous avons mis en place une cinquantaine de projets, puisque la réponse, je vous le fais très court, c'est non, ou en tous les cas de moins en moins. Et donc ces 50 projets sont là pour réduire en fait le risque qui pèse de plus en plus sur notre capacité à produire ces productions d'importance vitale. Voilà. Je vous entends très mal. Oui, merci Là, c'est Arnaud. bon. Oui. Merci Arnaud pour cette présentation. Peut-être vous pouvez développer un peu sur ce que les actions que vous proposez et les différents points d'attention Bien de votre sûr. ouvrage. Alors, notre action est essentiellement portée vers le gouvernement. Nous avons rencontré Bercy, nous avons rencontré l'Élysée, nous avons rencontré l'essentiel des candidats à la précédente élection présidentielle, de manière à bien souligner, expliquer quels sont les dangers d'approvisionnement, de rupture de chaîne d'approvisionnement, de toutes ces complexités qui sont derrière, à la fois sur l'énergie, à la fois sur notre capacité réelle en France à être capable de produire ça, que ce soit pour des questions de compétences, donc de formation, que ce soit pour des questions d'approvisionnement, est-ce que nous avons la capacité en France à le faire, que ce soit pour une question de site, est-ce que ces sites sont en France ou pas. Et donc, en fait, notre action est essentiellement basée au sein du gouvernement pour que ces questions soient mises sur la table et qu'elles puissent être traitées le plus possible. Voilà. Vous nous disiez également, Arnaud, quand on a préparé cette intervention, c'est qu'il y a un sujet souveraineté nationale, opérateur d'importance vitale qui est évident et qui a été mis en exergue ces derniers mois, notamment avec la crise. Il y a aussi un sujet, et c'est là qu'on fait le lien avec ce développement industriel durable, de mieux maîtriser notre pollution exportée ou importée. Et c'est aussi dans ce sens-là que vous prenez le retour de l'industrie en France. Peut-être vous Oui, tout pouvez à nous... fait. Oui. Oui, alors bien sûr, merci. Donc effectivement, pour parler de ce sujet, qui est un sujet évidemment critique, tout le monde aura remarqué une augmentation des intempéries incroyable, etc., ces derniers temps, mais au-delà de ça, de manière bien plus profonde et parfois moins apparente, euh, euh, la pollution des industries, pour le faire très simple, se décline en trois niveaux. La première pollution, c'est celle des sites industriels, et nous estimons que la pollution des sites industriels, rien de tel que de l'avoir chez nous,
c'est-à-dire de la voir, c'est-à-dire de la subir et de voir les cheminées, de voir les effluents, de voir tout ce que ça peut engendrer pour nous pousser à le traiter. Parce que évidemment, lorsque c'est de l'autre côté de la Terre, on n'en a pas conscience, à la limite on s'en fiche, on ne s'en fiche pas forcément, mais en tous les cas on ne le sait pas, et en tous les cas on ne peut pas agir, ou très peu. Donc nous militons évidemment pour une pollution maîtrisée, c'est-à-dire celle sur laquelle on peut agir, c'est-à-dire celle qui est chez nous, la première chose. La deuxième chose, puisqu'on parle bien d'une écologie mondiale, il ne s'agit pas de se dire on va polluer de l'autre côté de la Terre et donc on n'aura pas pollué. Bien évidemment pas. La deuxième chose, c'est la pollution sur les produits eux-mêmes. Et donc, nous poussons évidemment à une recherche et développement, certains parlent d'innovation, nous poussons à une recherche et développement pour que les matières elles-mêmes soient plus biodégradables. On pourra penser au plastique. Je vais vous donner l'exemple des lunettes qui aujourd'hui, par exemple, sont développées à partir d'algues, évidemment biodégradables. Voilà un exemple sur la R&D qu'on est capable de mettre en place. Et le troisième point, alors pour revenir pardon, sur les produits, parce qu'il y a une dimension qui est très importante, c'est évidemment l'énergie consommée par ces produits, le packaging sur ces produits, etc. etc. Donc le produit. Et le troisième point, c'est de pousser les industriels au reuse by design, c'est-à-dire de penser directement dès la construction des produits, comment est-ce qu'on va pouvoir les démonter, comment est-ce qu'on va pouvoir donner une deuxième, une troisième, une énième vie aux produits, et de fournir à la fois la liste et comment sont ordonnancés les produits, les matériaux à l'intérieur de ces produits, pour que puissent se mettre en place des filières, véritablement, de vraies filières de réutilisation, pas seulement de traitement cette fois, mais de réutilisation de ces matériaux. Voilà, donc 3 niveaux, la pollution que l'on voit, la R&D sur les produits et redonner des vies aux matériaux. Vous nous disiez que vous avez développé, proposé 50 projets. Oui. Peut-être nous donner un ou deux exemples significatifs, phares. Oui, bien sûr. Alors, dans des exemples, nous parlons dans des exemples, nous parlons de tracteurs, par exemple, nous parlons de moissonneuses-batteuses sur la partie agroalimentaire. Nous parlons de... Ah, je suis désolé, j'ai un écho qui m'empêche. Ouais. Euh, nous parlons de traitement d'eau à partir de désalinisation low power, puisque c'est l'un des enjeux évidemment sur la désalinisation. Nous parlons de construction fait hors site, c'est-à-dire de constructions qui sont préparées dans les usines et avec plusieurs projets attenants, à la fois sur les crèches, les maisons de retraite, évidemment l'immobilier, enfin un certain nombre de sujets qui sont derrière, avec des équipes magnifiques derrière qui travaillent sur ces sujets. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps, mais voilà quelques exemples dans les 15 segments du RIF. Merci. Peut-être juste une dernière question. Vous nous disiez que vous avez présenté votre ouvrage à tous les politiques. Peut-être partager avec nous le retour que vous avez eu et quelles sont les prochaines étapes pour vous? On est entre nous, donc je vais vous dire la vérité. Un accueil toujours bien sûr très intéressé. Maintenant, concrètement, dans les faits, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On aimerait bien sûr, que ça prenne des dimensions très différentes, à la fois sur le type de projet, à la fois sur les investissements. On est aussi là pour parler d'écologie, bien sûr, à la fois sur l'emploi, à la fois sur la formation. Donc le champ de tout ce qu'il y a à traiter sur ces sujets est grand. Et c'est bien pour ça qu'on en parle directement avec l'État. Et savoir aussi que le RIF est encapsulé, si je puis dire, dans un certain nombre d'autres associations. Et ces associations, dont je fais partie aussi par ailleurs, traitent de l'industrie en local avec des projets très concrets, mais ce n'est pas le propos du RIF. Le propos du RIF, c'est bien de traiter les productions d'importance vitale et de discuter de ces sujets avec le gouvernement directement. Donc on ne néglige pas du tout ce qui est industrie de proximité, les startups, etc. Mais on a fait un choix, à un moment donné, on ne pouvait pas tout traiter et nous sommes focalisés là-dessus. Merci Arnaud.
Je vous propose maintenant d'évoquer des sujets de mobilité durable avec Yannick Leguet, directeur technico-commercial chez Alstom. Oui, merci. J'avais prévu de passer quelques illustrations, si c'était possible. Voilà. Donc, je suis Yannick Leguet, directeur technico-commercial pour le groupe Alstom en France. Voilà, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur le site Alstom de La Rochelle et je suis actuellement donc, au siège à Saint-Ouen. Voilà. Donc Alstom aujourd'hui, pour reprendre un petit peu par rapport à la présentation précédente, c'est une entreprise française avec une implantation internationale, hein, puisqu'Alstom est présent aujourd'hui avec plus de 70 000 personnes dans 70 pays, mais reste très très ancré en France et en particulier aujourd'hui 70% de la R&D du groupe Alstom est dépensée en France, est faite en France. D'accord ? On va passer au slide suivant, s'il vous plaît, puisqu'on va parler un petit peu de train. La mobilité, pour rappel, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et s'attaquer à la mobilité, à la décarbonation de la mobilité, est une des priorités qui a été fixée par notre PDG en visant à être une entreprise leader dans la mobilité verte. Donc la mobilité verte, par essence, le ferroviaire est un mode de transport vert, hein, puisque c'est par nature un mode de transport collectif et électrifié. Néanmoins, aujourd'hui, il reste encore des trains qui circulent avec du diesel, que ce soit des trains de fret ou des trains de passagers. Donc on a encore une marge de progrès et il a été décidé au sein du groupe Alstom de s'attaquer à ce résiduel de transport ferroviaire qui utilise encore du diesel. Alors, il y a eu un événement en août, il y a une semaine en fait, hein, qui a été la mise en service commerciale d'une flotte de séries de trains à hydrogène en Allemagne. Alors, c'est un peu une redite, hein, puisque ce même train qui s'appelle le E-Lint, hein, qui est le premier train hydrogène au monde, avait déjà fait l'objet d'une mise en service en 2018, mais uniquement sur 2 prototypes. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a carrément mis une flotte de 14 trains en service, donc pour opérer uniquement avec des trains hydrogène entre les villes de Buxtehude et Cuxhaven en Basse-Saxe. C'est un projet qui a été lancé il y a environ 10 ans, hein, puisque les premières idées d'un train hydrogène ont émergé dans les années 2012. Alors ce qui est important, c'est qu'un train, quand on appelle un train hydrogène, c'est un train à chaîne de traction hydrogène. Et cette chaîne de traction, elle est étudiée où ? Elle est étudiée à Tarbes, en Occitanie, sur le site de Tarbes, qui était le site leader aujourd'hui de la mobilité verte pour Alstom. On a également un autre site qui fabrique des piles à combustible à hydrogène qui s'appelle Elion Hydrogène dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Alors, cette innovation, voilà, en Allemagne, hein, puisque effectivement la grande révolution a eu lieu en 2018, a généré énormément d'appétence et de demandes de la part de différentes autorités organisatrices de la mobilité dans le monde entier, et en France en particulier. Et donc, si vous voulez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, en France, voilà, on a été questionné en disant mais pourquoi vous allez en Allemagne et pourquoi vous n'êtes pas en France ? Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en France comme en Allemagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mode de transport ferroviaire très électrifié est extrêmement vertueux d'un point de vue écologique. Néanmoins, il y a encore aujourd'hui des lignes qui ne sont pas électrifiées. Ça représente environ 40% du réseau, aussi bien en France qu'en Allemagne. Et pour rouler sur ces lignes, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives que d'utiliser des trains diesel. L'autre alternative serait bien évidemment d'électrifier. Ça reste toujours le mode de transport le plus écologique, le plus économique en OPEX, d'accord, en coût d'exploitation. Néanmoins, il y a un besoin d'investissement en CAPEX. Et effectivement, électrifier une ligne, ça coûte environ entre 1 et 3 millions d'euros du kilomètre. Alors, si vous avez 40, 50 trains par jour, il n'y a aucune question à se poser. Hein, c'est le cas des TGV, les tramways. On électrifie et on va dire les gains sur les émissions de CO2, sur le coût de l'énergie, etc., sont tels que l'investissement d'électrification est très très vite rentable. Néanmoins, vous avez des lignes aujourd'hui en France, vous avez 4 trains qui roulent par jour. Alors, est-ce qu'il faut abandonner ces territoires ? La réponse, c'est non. Et maintenir des trains sur ces lignes-là, ça veut dire maintenir des trains qui roulent aujourd'hui au diesel. Et donc, l'alternative qu'on souhaite proposer à nos clients, c'est de pouvoir utiliser autre chose que du diesel. Et on a décidé de travailler sur trois modes de verdissement que sont l'hybridation. Alors, l'hybridation est très connue dans l'automobile, bien évidemment. Ça n'existait pas dans le ferroviaire. Deuxième axe, c'est de passer au train à 100% batterie. Troisième axe, c'est de passer au train hydrogène. Voilà. Donc on a lancé ces 3 axes de réflexion pour répondre à cette problématique de la circulation de trains sur des lignes non électrifiées. Si vous voulez passer au slide suivant.
Et donc, on a aujourd'hui lancé des expérimentations sur chacune de ces technologies, hein, avec différentes régions. Hein. Je vous ai donné les noms des régions pour le train à batterie, d'une part, pour le train hydrogène, d'autre part, et pour le train hybride. Voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on va expérimenter ces nouvelles technologies. Donc le train à batterie, on a 5 trains qui sont en cours de fabrication actuellement, 5 premiers trains, 5 prototypes qui vont rouler dans chacune des régions. La première mise en service est prévue sur Aix-Marseille d'ici quelques années, hein, puisque aujourd'hui Aix-Marseille, un très gros trafic, et on va y introduire des trains à batterie pour ne plus avoir de trains diesel. Les trains hydrogène sont également en fabrication. Hein. Les chaînes de traction sont également en cours de fabrication sur le site de Tarbes. Et le train hybride diesel a fait toute sa période de validation et va rentrer en service commercial milieu d'année prochaine. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a des objectifs sur des prototypes, mais dans l'objectif de remplacer environ 1200 trains diesel qui circulent aujourd'hui en France. Un train, ça dure entre 30 et 40 ans. D'accord. Les premiers trains de ces 1200 trains vont arriver en réforme en 2030. Donc nous avons l'obligation de démontrer la pertinence de ces nouvelles technologies au quotidien, en fiabilité, en coût, en maintenance et en exploitation, pour pouvoir offrir aux autorités organisatrices de la mobilité une alternative au diesel le jour où il faudra passer la commande de nouveaux trains pour remplacer ces trains diesel. Alors, juste un petit mot. 30 secondes. Hein. Voilà. Je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé de la France, je vous ai parlé également de l'international. Alors, aujourd'hui, les contrats sont également en cours en Angleterre, au Royaume-Uni, excusez-moi, puisque il s'agit de l'Écosse, et un autre contrat également en Italie. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci Yannick. Parlons maintenant photovoltaïque avec un produit un peu révolutionnaire. Donc je donne la parole à Moira Assès qui nous a un peu fait un teaser hier soir avec son prix, le prix qu'elle a reçu d'innovation pour lequel on la félicite à nouveau. Merci Éléonore, merci encore à E5T pour ce prix de l'innovation décerné à ASCA. Donc, je suis Moira Assès, je suis directrice stratégie et marketing de la société ASCA d'Armor Group. Et alors, je ne sais pas, Diana, s'il y a la possibilité de montrer quelques images. ASCA, c'est une société qui développe, qui fabrique à l'échelle industrielle et qui commercialise depuis 2017 un film photovoltaïque organique, donc, qui permet d'avoir des solutions solaires qui vont être à la fois design, esthétique et en même temps qui vont produire de l'énergie. Donc là, vous voyez derrière moi des illustrations du dernier projet qui est sorti de terre fin avril dernier. Donc la particularité du film ASCA, j'en ai un petit morceau, un petit module dans ma main. C'est un film qui est extrêmement léger, qui est transparent, qui est flexible, qui peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur, et qui va venir n'importe quelle taille, et qui va permettre de s'adapter à la créativité des architectes, des designers, et venir du coup s'intégrer parfaitement dans le design des bâtiments, comme vous pouvez le voir derrière moi, hein, au travers de réalisations. Ici, on est maintenant devant le siège de Merck à Darmstadt en Allemagne. Le premier bâtiment qu'on voyait tout à l'heure, on était en Suisse, à Bâle. Et donc voilà, l'idée c'est d'offrir des solutions complémentaires aux panneaux solaires. On n'est pas du tout en concurrence des panneaux. Là où on peut mettre des panneaux, on continue à le faire. Mais il y a tout un tas de surfaces artificialisées sur lesquelles aujourd'hui on ne récupère pas d'énergie. Et grâce à cette solution ASCA, on peut venir en mur rideau. Ici on voit des garde-corps, ça peut être sous forme d'ombrière. Où là on est sur un dôme. On a des applications extrêmement variées et une compatibilité avec tous les matériaux, que ce soit le verre, le polycarbonate, le béton, le bois, etc. Tous les matériaux de construction traditionnels que nous connaissons. Voilà en quelques mots. Oui. Merci Moira. En tout cas, ces images sont vraiment impressionnantes, hein, et parlent d'elles-mêmes. Je vous propose maintenant d'écouter Arnaud Pachot, donc créateur et président d'Open Studio, donc qui fournit des solutions
de plateforme web innovante, mais qui a beaucoup de choses aussi à nous raconter sur l'intelligence artificielle. Arnaud. Oui, bonjour. Merci de me donner la possibilité de présenter un peu mes derniers travaux. C'est vrai que là, c'est pas la casquette d'entrepreneur que j'ai, mais celle de chercheur en intelligence artificielle, suite à un doctorat que j'ai démarré à l'université Clermont-Auvergne il y a maintenant un peu plus de 3 ans et qui est terminé. Et juste avant la crise du Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'informaticien, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur la modélisation des systèmes productifs. Donc mon idée, c'est de créer un jumeau du système productif français dans le but de dérouler des scénarios de crise, de couper par exemple les importations asiatiques et d'observer la capacité des différentes entreprises à trouver en local des fournisseurs alternatifs. Et j'étais vraiment dans le sujet de la crise du Covid, qui a mis en lumière effectivement toute la fragilité de notre tissu industriel suite aux années de délocalisation, mais qui a montré aussi la capacité de certains acteurs, et ça c'est intéressant, à pouvoir s'adapter avec agilité et diversifier leur production pour faire face à des pénuries. Et typiquement, pour le gel hydroalcoolique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les fabricants de peinture, de cosmétiques, de spiritueux, qui ont pu adapter rapidement leur outil productif. Pareil pour les blouses médicales. Au début de la crise, les soignants étaient avec des sacs poubelles, littéralement, hein, et ce sont des entreprises en Haute-Loire, par exemple, d'emballage plastique, qui ont diversifié leur production pour fabriquer les blouses. Eh bien, cette capacité de passer d'un produit A à un produit B, elle est modélisable et elle est liée à la proximité de savoir-faire qu'il y a entre certaines classes de produits. Et c'est quelque chose, avec les mécanismes apprenants, qu'on peut appréhender. Et là où c'est très intéressant, c'est que lorsque vous voulez refaire du local, par exemple, vous n'allez pas simplement chercher s'il y a des fournisseurs d'une pièce, mais cette pièce dont vous avez besoin, typiquement, les écosystèmes ont été abîmés et la chaîne de valeur n'est plus forcément intégralement en France. Mais vous allez chercher un fournisseur qui a un savoir-faire proche, avec qui vous allez pouvoir construire une synergie productive pour que lui s'adapte, lui tirera profit de cette expérience pour développer commercialement son activité et vous sécuriser vos approvisionnements. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et ça nous amène, si vous voulez, là on est sur une dimension effectivement environnementale du fait de refaire du local. Hein. Mais on a aussi une dimension effectivement de sécurité. On parlait de sécurité alimentaire hier, donc de résilience. Du coup, on peut calculer des indicateurs de résilience par la capacité qu'auront des acteurs locaux à venir produire un certain nombre de classes de produits. Il n'est pas nécessaire qu'on ait des fournisseurs en grande quantité de gel hydroalcoolique en permanence. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des fournisseurs qui ont des savoir-faire proches. Voilà. Et du coup, on peut également, ça c'est pour la crise, mais d'une façon plus lointaine, plus prospective, on peut accompagner des entreprises vers leur diversification en disant, on fait de la recommandation multi-objectifs pour prendre en compte, par exemple, des indicateurs financiers, mais aussi des mutations vers des produits plus écologiques. Il y a des savoir-faire. Il y a, par exemple, vous avez tout le groupe motopropulseur qui est révolutionné par l'arrivée du moteur électrique et tout un tas d'organes, les boîtes de vitesse, etc., qui n'ont plus, qui doivent trouver leur place. Il y a des savoir-faire qui sont liés à la fabrication des boîtes de vitesse. Et là où c'est intéressant, c'est que dans cette proximité de savoir-faire que nous avons modélisé, si vous voulez, vous ne restez pas forcément dans votre industrie. Hein. Donc ce ne sont pas forcément des proximités qui sont triviales. Voilà. Merci. Ce que vous nous expliquez aussi, c'est que vos modèles vont permettre d'avoir une analyse assez poussée de tous les intrants et de pouvoir proposer des solutions alternatives aux producteurs, aux industriels qui seraient désireux de s'inscrire dans une logique de développement durable. Oui, parce que en fait, par l'intelligence artificielle aussi, on va faire de l'analyse sémantique et de l'indexation de tous les fournisseurs et tous les sites internet des fournisseurs, parce que dans les données open data qu'on a, on a essentiellement le code d'activité, ce qui est complètement insuffisant. Et donc là, on va pouvoir vraiment affiner et faire le lien entre les exportations et la typologie des entreprises qui se trouvent sur un secteur pour connaître exactement quels sont les produits qui sont fabriqués à l'échelle macro et à l'échelle micro, et le passage de l'un à l'autre est vraiment quelque chose de très délicat. Et de pouvoir du coup faire de la recommandation tout à fait personnalisée pour une entreprise
en lui disant quels sont les fournisseurs en local qui auraient intérêt. Et ça peut être de la coproduction aussi. Il peut y avoir par exemple plusieurs entreprises qui s'associent pour fabriquer une pièce qui manque à un écosystème, parce qu'elles sont ensemble proches en termes de savoir-faire et qu'elles peuvent investir ensemble. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est à l'état de recherche, dans les publications. On a une plateforme expérimentale en ligne qui s'appelle Atlas des synergies productives. Donc c'est un travail en open science qui est partagé. Mais c'est quelque chose qui va nous servir demain à développer, donc là c'est la casquette Open Studio, des cas d'usage pour des entreprises qui vont chercher, pour les services achats des entreprises par exemple, mais aussi pour des collectivités locales, enfin pour des territoires qui veulent mesurer la fragilité, jouer les scénarios de crise et anticiper et accompagner la mutation industrielle de leur territoire. Merci Arnaud. Je vous propose de terminer cette session avec, donc toujours sur des sujets informatiques et tech, mais avec Romuald de Ribot, qui est donc entre autres vice-président de l'Alliance Green IT. Merci Léonard et merci à la Fondation 5T de nous ouvrir ce canal d'expression et de pouvoir parler de ce sujet à travers la thématique que j'ai trouvée intéressante, surtout par le verbe réellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut décarboner l'industrie et la rendre réellement écologique et réellement durable. Donc je vais essayer en quelques minutes de développer ces deux parties, parce que dans la décarbonation et dans l'envie de rendre durable notre industrie, on associe souvent les solutions à de la technologie. Et cette technologie, elle a des impacts qu'il ne faut pas négliger. Donc pour être très rapide, on sait que le numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre, qui représente 4% de l'utilisation de l'énergie primaire, 6% de l'électricité, 0,2% de la consommation d'eau, ça fait 242 milliards de packs d'eau, donc c'est pas négligeable. C'est de la production de déchets électriques et électroniques de l'ordre de 70 millions de tonnes au niveau mondial. Et surtout, c'est de la consommation de ressources. Et la particularité des biens numériques, qui sont des produits très manufacturés, c'est le poids que représente l'extraction des matières dans leur conception. Il y a un indice qui s'appelle l'indice MIPS et qui mesure en fait la pression sur les ressources pour fabriquer un bien. Et pour vous donner une idée, l'indice MIPS d'une puce électronique, c'est 16 000. C'est-à-dire que pour fabriquer 1 gramme de puce électronique, on va mobiliser 16 kilos de ressources. À titre de comparaison, une voiture, l'indice MIPS, c'est 64. Oui, entre 64 et 16 000. Et donc, finalement, dans l'IT, plus c'est petit, plus le bien final est petit, plus au final il aura nécessité énormément de matière. Et donc cette part d'impact, elle est loin d'être négligeable, et dans toutes les solutions que j'ai pu découvrir, notamment ici, on intègre de la techno dans l'industrie, et ce sont souvent des petits objets, de l'IoT, des capteurs, des outils de mesure, de pilotage. Et on en oublie que ces petits objets ont vraiment un enjeu. Et donc, à la question, est-ce qu'on peut rendre l'industrie réellement écologique, c'est important. Et mon enjeu est de sensibiliser ici sur le fait qu'il ne faut pas négliger l'impact bien intégré dans l'analyse du cycle de vie de ces produits, de ces services, la dimension techno, pour éviter des transferts de pollution et bien prendre en compte cette énergie. Je voulais aussi profiter de l'actualité pour parler de est-ce que l'industrie française est peut-être réellement durable. Alors durable, ça me fait penser à souverain, et il se trouve qu'il y a une petite actualité. Là, il y a 2 jours, il y a un cabinet juridique américain qui a rendu son rapport auprès du ministère de la Justice du Pays-Bas pour leur expliquer que le Cloud Act, qui est un accord extraterritorial, impose à toute société américaine de donner ces données au gouvernement américain si celui-ci lui demande. Et ça s'impose à toutes les entreprises
Dès lors, même si leurs serveurs, leurs données sont situés localement en France ou en Europe, si elles utilisent un matériel américain ou même un logiciel américain, elles sont soumises à ce Cloud Act. Donc, je profite de cette actualité pour bien ajuster les consciences sur ce sujet. L'industrie locale durable, si elle veut rester souveraine, elle a quand même de fortes questions à se poser au moment où on voit naître des joint ventures entre des sociétés très emblématiques, très stratégiques françaises et d'autres sociétés emblématiques américaines. Voilà, j'espère que j'ai pu agiter un petit peu les consciences sur cette dimension de l'industrie 3.0. Merci Romuald. Juste pour conclure, et puis j'ai oublié de préciser que Arnaud, sur un projet qu'il n'a pas évoqué là, a également reçu un prix hier soir d'innovation pour son projet avec ses associés de Ruche Connectée. Donc je tiens à féliciter les deux porteurs de projet. Je suis bien entouré. Donc je voulais remercier tous nos intervenants, également Arnaud par visio. Je pense que vos témoignages s'inscrivent vraiment dans l'esprit qui prévaut au cours de ces 2 journées. On n'oublie évidemment pas la sobriété, elle est présente et on sait qu'il va falloir vraiment l'intégrer dans notre comportement quotidien. Néanmoins, on peut continuer à développer l'industrie, à porter des projets innovants créés en France, sans pour autant oublier de travailler sur la pollution importée et avoir une action durable pour notre industrie au niveau mondial. Donc voilà, je vous remercie tous les 5 pour vos différents témoignages. Merci. Merci.